Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, de la musique, de la conversation, puisque comme chacun sait ou pas, la musique, c'est du bruit qui pense. Oui, c'est pas de moi, c'est de Victor Hugo. Un artiste que mon invité a incarné, et c'est même pas là le propos, ni même le fait qu'il ait eu la bonne idée de naître un 20 janvier, comme tous les grands. Lynch, Fellini, Omar Sy, moi. La prétention de la meuf est sans limite et la démo est vraiment hors de propos. Alors quoi, je vais être obligée de redire publiquement que c'est mon chanteur français préféré. Bah voilà, c'est fait et c'est vrai. Son 11e album vient d'être annoncé, il arrivera en octobre, précédé par 2 titres fraîchement dévoilés. Je fais comme si j'étais hyper blasée, en plus d'être prétentieuse, je joue mal, mais en vrai je suis hyper contente de pouvoir dire bonjour Benjamin Biolay. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, très bien. Portrait express des plus contestables, mais la réalité c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tellement besoin de te resituer aujourd'hui. Ah, je sais pas T'as trop. atteint cette catégorie d'artiste où d'un seul coup, quand on te reçoit, il n'y a pas besoin de refaire le CV pour te remettre en situation. On dit Benjamin Biolay, on sait qui c'est. Ah bah c'est pratique. Hein. Ouais, Ça te va ? Bah en tout cas, c'est un côté pratique qui me va très bien. Ouais. Je vais te poser la question rituelle de cette émission. Quel est ton rapport à la musique, celle que tu écoutes, pas celle que tu pratiques dans la vie de tous les jours ? Celle que j'écoute, c'est vraiment... hormis dans les moments où moi, je suis en train de travailler sur mes albums et je suis obligé d'écouter de la musique de manière un peu moins tripale qu'à l'ordinaire, de manière un peu plus... Une écoute un peu plus guidée par l'idée, par exemple, d'aller détecter des problèmes. Ouais. Donc là, mon écoute est pas fiable, mais le reste du temps, je vis avec beaucoup de musique, quoi. Enfin, ça accompagne ma journée. Ça peut être aussi quelque chose qui va changer en fonction du climat, de la lumière, du soleil, du truc. Mais j'ai besoin de musique. 2 équipes, les gens qui, quand ils vont mal, écoutent de la musique hyper triste, histoire de vraiment aller direct vers le fond, ou ceux qui d'un seul coup se mettent à écouter des trucs plus guirés pour aller mieux. T'es dans laquelle ? Non, je vais avoir tendance à écouter des choses que je connais pas quand je vais mal et plutôt essayer d'être surpris par des trucs. Je vais pas m'auto-plomber gentiment avec un album triste. Non, quand je vais vraiment mal, et peut-être que quand je vais vraiment mal, en fait, j'écoute pas de musique, mais c'est pas souvent, Dieu merci. Quand t'es en position d'écoute, c'est-à-dire pas du tout en position de travail, tu dirais que t'as une approche de la musique qui est plutôt analytique, érudite ou vraiment physique, hyper organique? Hyper organique, hyper tripale, hyper un peu intellectuel si le texte me transporte et tout, mais vraiment pas du tout une écoute technique. C'est justement quand je suis en plein album et que j'entends passer une chanson que je connais depuis toujours, qui peut m'arriver de trouver le son de Caisse Claire immonde et de me dire mais comment ils ont fait ça et tout. Et ça, c'est un tue-l'amour total. Dieu merci, c'est très rare. Pour démarrer cette émission, évidemment, on va écouter le nouveau titre de Benjamin Biolay, si ça te va. De toute façon, si ça te va pas, on va le faire quand même. Donc, c'est toujours bien quand il y a des chansons qui commencent à sortir. Et bah allez, c'est parti. Ça valait le coup d'essayer, le coup de lapin d'oreiller, le diable en déshabillé, vêtu de rien qu'un grain de beauté. Ça valait le coup d'en finir, il y en a même certains que ça fera rire. Et d'autres bien emmerdés, bien parfumés, de noir habillés, belle persole fumée. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai même pas vu ma vie défiler, mais vu la fée sur mon berceau, qui de près s'est penché. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai pas grand chose à vous déclarer. Je vois les belles choses, de belles choses que j'avais oubliées. Un suaire de linge mouillé, mes lames à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables
vos péchés, quant à vous sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez voie de départ et voie d'arrivée, corail et intercité. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler, mais vu la fée sur mon berceau qui de près s'est penché. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai pas grand chose à vous déclarer. Je vois les belles choses, de belles choses que j'avais oubliées. Et si je n'étais pas un oiseau à moineau, aurais-je peur de chuter de si haut? J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler, mais vu la fée sur mon berceau qui de près s'est penché. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai pas grand chose à vous déclarer. Je vois les belles choses, de belles choses que j'avais oubliées. Juste avant de tomber, Benjamin Biolay sur Nova. Benjamin Biolay en ce studio. C'est le premier titre du disque bleu dont la sortie est annoncée pour le mois d'octobre. Tu viens de commencer la promo. Est-ce que tu en as déjà marre de devoir expliquer la couleur ? Non, pas du tout. Surtout que ça sera beaucoup... J'en ai un peu marre parce que ça sera beaucoup plus évident quand les gens entendront toutes les chansons. L'intégralité. Verront l'artwork, etc., les illustrations. Je pense que c'est une question à laquelle je n'aurais plus droit. T'as des dons de synesthésie ou pas du tout ? Non, pas spécialement. Aucun. Tu l'associes à quoi, toi, la couleur ? Parce qu'il y a à la fois une image hyper solaire, hyper lumineuse, mais il y a aussi une forme de mélancolie, voire de tristesse, dans son acception anglo-saxonne. En fait, moi, j'ai une vision de cette couleur beaucoup plus primaire, beaucoup plus latino-américaine. Je l'associe à la rue, je l'associe aux maisons, je l'associe aussi à... à la magie des couleurs, dans la mesure où ça embellit vraiment l'urbanité là-bas, tu vois. Souvent en France, je me dis, cette ville qui est tellement dégueulasse, elle prendrait 2-3 coups de peinture, 2-3... Tu parles de Paris, là ? Non, pas du tout. En me baladant dans des endroits et tout, je me dis, putain, c'est dommage, là, on met un coup de peinture, du rouge, du bleu. Même le bleu, le jaune, genre les couleurs de Boca Junior qu'il y a partout, ou dans le quartier où j'habite là-bas, c'est quelque chose que je trouve à la fois joyeux et vivant, quoi. Mais je te pose la question de cette double entrée, de ce double mood dans la couleur, parce que ce titre, justement, juste avant de tomber, a ce côté double. C'est-à-dire que la musique a quelque chose d'épique avec des envolées, et le texte n'est pas joyeux. L'âme bleue, un peu dans la musique italienne, mais qui reste quelque chose de quand même qui doit être un peu festival de San Remo, quoi. Ça doit pas non plus être complètement enterré festival au fond d'un terril. Ouais. Comment est-ce qu'on choisit un premier single ? Ah bah c'est pas moi qui fais ça. Hein. Très bien. Bon. Sinon moi ce serait que des FSB. Hein. Moi je m'entendais très bien avec Françoise Hardy pour ça. Hein. C'est les chansons qu'on aimait bien. C'était en général celles qui marchaient pas du tout. Et d'ailleurs Claude François avait dit d'elle, si tu veux savoir la face B idéale, demande-lui la face A, quoi. Ouais. Voilà. Et là t'avais la face B, la belle chanson que tous les artistes ont envie de sortir en premier, quoi. Celle où on est très sincère, celle où on est tout à fait soi. C'est jamais les chansons qui sortent en premier. Mais j'aime bien celle-ci et je trouve c'est une belle synthèse de ce qu'il y a dans la première phase de l'album, en tous les cas. Oui, parce que ça va être un double album. Mais tu
conçois encore les albums en face A, face B. Bah oui, Ouais. c'était ce que je voulais faire quand j'étais petit. Je pense que c'est comme quelqu'un qui aurait voulu être cinéaste toute sa Ouais. vie, il va concevoir les films avec un premier tiers, un second, un troisième, et puis voilà, un casting et des trucs. Moi, je le vois comme ça. Après, je suis pas naïf, je sais très bien que les gens mettent ça sur des playlists et tout, mais il reste peut-être des gens encore comme moi qui ont le plaisir à... Oui, bien sûr. Et puis le retour du vinyle est super parce qu'on n'a pas la possibilité de zapper autant sur un vinyle, quoi. Ça, c'est comme ça souvent qu'on découvre des chansons qu'on aurait volontairement zappées à cause du titre ou même des 30 premières secondes ou des trucs. C'est grâce au vinyle, quoi, qu'on découvre les artistes souvent. Mais là, tu parles de titres. Je trouve que juste avant de tomber, il y a quelque chose de très intriguant. Oui. Voire malin. Peut-être, je suis pas spécialement malin quand j'écris des chansons, mais je suis opiniâtre et je suis travailleur, j'y passe du temps, quoi. Et je me suis demandé aussi si le titre de l'album n'avait pas été amorcé peut-être au moment de la réédition de Sinclair. Tu avais sorti un titre qui s'appelait L'heure bleue. Non, mais L'heure bleue, c'était vraiment un souvenir très précis là en plus. Mais non, en fait, à l'origine, je voulais vraiment faire un album qui soit complètement opaque, complètement bleu, l'emballage. Ouais. Et puis, si on l'enlève, on découvrait que c'était mon disque, etc. Et on l'aurait appelé le disque bleu. Et Mathias, DML, m'a dit, on a qu'à l'appeler le disque bleu, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis, j'adore ça. Puis, fumer, c'est très mauvais pour la santé, mais c'était un design de cigarettes que je trouvais très beau, les disques bleus. C'était des cigarettes autrefois. L'album précédent est sorti il y a 3 ans. Il a été accompagné d'une longue tournée. Depuis la sortie de Sinclair, tu as aussi collaboré à quelques œuvres de tes pairs, notamment Jeanne Chéral, Julien Clerc. On t'a vu dans 4 films, dans une série. Alors certes, il y a un décalage entre tournage et sortie. Oui. Il n'empêche que ça fait un agenda des plus remplis. Et le disque bleu, je le disais, sera un double album de 24 titres. Oh, mais j'ai fait que ça. Comment il fait, Shiva ? Non, j'ai fait que ça depuis 1 an et demi. Hormis un crochet avec Jeanne et un crochet avec Julien, mais ça reste de la musique, ça reste mon métier, ça reste ce que j'aime faire le plus au monde. Et puis peut-être que ça m'aère un peu la tête aussi. Et puis on n'est pas H24 en studio, mais les trucs, les tournages, tout ça, c'était il y a longtemps. Après, ça sort souvent avec beaucoup de retard, mais non, ça a été une année très studieuse, sans choses publiques, par exemple, et en étant strictement musicien, quoi, ou chanteur, bien sûr, mais ça a été que de la musique. C'est chouette de disparaître de la vie publique. En tout cas, c'est chouette de retrouver le temps de faire que les chansons, de passer sa journée la guitare entre les mains. Bon, ça rend un peu fou, quoi, parce qu'on est un peu obsessionnel, c'est un peu Shining au bout d'un moment, mais après, évidemment, on retrouve un peu des forces. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera aussi Chico Buarque. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Chico Buarque sur Nova. Et je laisse le soin à Benjamin Biolay de prononcer le titre. Je ne prends pas de risque de ce côté-là. Ça t'a différé, je crois, mais c'est pas ma spécialité, le portugais ou le brésilien. Mais c'est toujours mieux que moi. Quentin, qui réalise l'émission, peut en attester. Il n'y en a pas un sur lequel je ne me vautre pas. Chico Buarque de Holanda, c'est un très grand musicien, immense parolier aussi, génial et vivant. Et oui, il en reste. Et un héros de Rio, ce qui n'est pas un hasard, ce choix. Chico, quand même. Ouais. Après, c'est un héros de la bossa et de la comment ils appelaient ça, la NB. T'es vraiment en train de me demander ça, moi ? Non, mais Chico Buarque, il est comme tout le monde. Il a fui la dictature. Il est venu en Europe. Il est venu en Italie. Il a fait plein de trucs. Ce sont des célébrités de la musique qui sont mondiales et c'est des gens quand même assez humbles et qui sont vivants la plupart. C'est ça qui est incroyable. Transition pas du tout téléphonée pour évoquer les lieux de naissance de l'album, soit Rio, Paris, Bruxelles, Buenos Aires. Est-ce que ce sont les lieux qui ont influencé la tonalité ou est-ce que précisément t'es parti là-bas pour aller chercher des sonorités spécifiques ? Alors j'ai beaucoup écrit à 7 aussi, faut le dire, et après je finalisais à Paris. Et je suis allé à Rio, à Buenos Aires 2 fois et à Rio pour y retrouver des musiciens que j'aime aussi quand même, quoi. Et évidemment il y a une ambiance. La musique est beaucoup plus présente dans la vie, dans toute cette période du monde qui va de Rio à Buenos Aires, c'est même plus bas. La musique passive est beaucoup plus là. Elle est dans
elle est un peu omniprésente, et à Rio tout particulièrement. C'était la préparation du carnaval, il y avait des blocos partout qui faisaient des trucs de fou. On était au-dessus d'une favelle qui passait du baile funk jusqu'à 4-5 du matin quand même. Et tout le monde est content, quoi. Ça fait partie de... Et puis les gens jouent, machin, un peu partout, dans les bars, dans les trucs. On sent quand même que c'est une musique qui vient de chez nous, que les Portugais, par exemple, ont emmené, qui a été très très largement inspiré par le jazz du début du XXe siècle et aussi par Ravel, Debussy et tout, mais c'est une façon de jouer et d'y prendre du plaisir et de jouer à plusieurs qui est assez fascinante, quoi. Mais alors justement, l'omniprésence de la musique, puisque tu disais qu'en période de composition, tu essayais de couper un peu pour être concentré sur ce que tu fais toi, est-ce que c'est hyper stimulant ou est-ce qu'il y a un côté non, là, c'est parfois hyper un peu stimulant, paralysant? non, parce qu'elle fait partie du... C'est comme si un film n'avait aucune musique ou aucune voix off. Là, ça fait partie du décor, quoi. Et puis c'est des musiques... Il est rare, à part dans des gros spots à touristes, quand vous jouez de la bossa nova classique aussi là-bas, quoi. Il y a tout. Le baile funk, c'est une musique qu'on n'entend toujours pas en Europe, qu'on n'entendra peut-être jamais et tout. Il y a beaucoup de rock aussi. Moi, je suis fan d'un groupe qui s'appelle Los Hermanos, qui est un groupe qui a influencé les Strokes, carrément, parce que... Fabrizio, le batteur des Strokes, est brésilien. Il a fait un disque avec un des deux chanteurs de Los Hermanos qui s'appelle Little Joy, qui a été très souvent passé sur... Rodrigo Amarante. C'est ça, qui est souvent passé sur Nova, d'ailleurs, je l'ai entendu. Monsieur cite Fabrizio Moretti, évidemment. Il était impossible de faire une émission sans citer les Strokes à un moment. En tous les cas, Fabrizio et son ami Rodrigo et tout, et bien sûr. Bon, on les écoutera dans un instant. Est-ce que tu as besoin de rituels pour composer ou est-ce que tu globe-trottes en composant pépouze? Non, j'ai besoin au contraire de... Chaos? Non, c'est comme la course automobile, il faut que je fasse des tours de reconnaissance, il faut que je sois bien chaud, il faut que je me force à une certaine... discipline, que je me lève. Quand je me lève, avant d'avoir le cerveau trop embrumé ou embué par les informations diverses et variées, les choses de la vie privée, c'est là que j'aime vraiment faire mon truc d'auteur de chanson, quoi. Dévoilé juste avant le single, juste avant de tomber, un autre titre, Adieu Paris. Paris les bains, Paris chagrin, Paris station balnéaire, le pied marin ne me sert à rien sans bord de mer, sans brise l'âme et sans cargo. Adieu Paname, tu pleures trop. Ni un single, ni une face A, ni une face B, c'est en ces termes que tu présentes ce titre. Qu'est-ce donc que cette beauté? C'était mon single en juin 54. Voilà. Je suis allée chercher des tickets de rationnement. Je pense qu'en 54, et puis voilà, la chanson avait une petite chance pour passer à la radio, tout ça. Et tu t'es vraiment dit, c'est une chanson qui a pas de... C'est une chanson qui est complètement hors du temps et tout, qui est une chanson... mais qui est hyper belle. Qui est très jolie et tout, mais il n'était pas question que je la modernise pour qu'elle ait l'air de ressembler à une chanson d'aujourd'hui, en fait, quoi. Donc j'ai gardé cette espèce de pompe à la guitare typique de Georges Brassens, et puis... Mais elle sera sur l'album. Ah bien sûr, c'est l'ouverture de la phase B. Très bien. Bon. On poursuit la conversation dans un instant. Je les ai annoncés, les voilà. On écoute les Strokes avec Last Night. Le score sur Radio Nova. Nova. Les Strokes sur Nova avec Last Night. Je dévoile tout ce qui se passe en antenne. Pas ton titre préféré, Benjamin Biolay. Bah non, je trouve que c'est un crossover avec les brunes compte pas pour des brunes de Lio. J'ai toujours trouvé. Et voilà. Et maintenant que tu viens de dire ça, je ne peux pas l'enlever de ma tête. Ah bah non, ça allait. Oui, bah c'est sûr. On parlait de ton nouvel album qui arrivera en octobre. Il y a une tournée aussi qui est annoncée. Est-ce que c'est une vie qui te plaît? Parce que quand tu pars en tournée, généralement, tu pars assez longtemps, si je ne m'abuse. Oui, ça dure ça dure 2 trimestres ou 3, c'est une vie qui me plaît le soir beaucoup et sur scène énormément, bien sûr. Oui, parce que c'est pas une expérience solitaire pour le coup. Tu pars pas puis seul. Vraiment, et puis le reste du temps, voilà, c'est moi, en vieillissant un peu, c'est moins cool qu'avant, quoi. Tu fais du yoga le matin, tu fais des assouplissements, tout ça. Mais je vais faire des trucs comme ça, là, à force de vieillir. Tu vois. Oui, tout est relatif. Mais non, parce que c'est quand même, faut être en forme pour une tournée. Tout, vraiment. Est-ce que la scène, c'est un exercice qui a été ton préféré dès les débuts?
Ah non, pas du tout. Non. Non, c'est venu sur le tard, enfin relativement tard. C'est venu après 10 ans de, entre guillemets, carrière et tout, j'ai commencé à me sentir bien. C'est venu avec le succès aussi. Au début, j'avais un succès très confidentiel, même si c'était pas qu'un succès d'estime. Je vendais des disques et tout, mais un peu disséminé partout. Et du coup, sur scène, j'avais pas forcément l'impression de m'y retrouver. Il a fallu l'album La Superbe là, pour que ce soit plus facile, parce que quand vous entendez des gens qui chantent par cœur vos paroles et qui sont plus de 1000, vous dites, c'est passé un truc, c'est mécanique quand même. Il y a 1000 personnes qui connaissent ma chanson par cœur. Rien que pour ça, c'est quand même incroyable ce que je suis en train de vivre. Donc, ça vous donne des ailes et puis ça n'enlève pas le trac, mais ça donne un peu plus de confiance en ce qu'on est, quoi. Ce qu'on est singulièrement, ce qu'on est réellement, ce qu'on est intimement. C'est ça qu'on est sur scène, quoi. Qui dit tourner dit établir une setlist, ce qui est, en tout cas dans la perception que j'en ai, toujours l'occasion de se replonger dans son œuvre. Tu y es bien obligé. Pour mettre quelques jalons, Rose Kennedy, c'était 2001. La Superbe a fêté ses 15 ans en octobre. Une belle ado, quand même. Sinclair, Grand Prix ont été des énormes succès. Est-ce que tu te replonges dans tes albums facilement pour faire les setlists ou juste pour réécouter Alors, je vais quand même tendance à avoir écouté les dernières versions live qui ont existé, plutôt qu'aller écouter les vieux albums. Mais là, je vais le faire, ça va pas être... T'aimes pas ça ? C'est pas les disques que j'écoute, quoi, c'est normal. Je connais pas beaucoup d'acteurs qui aiment voir leurs films, je connais pas beaucoup... J'ai une liste, si tu veux. J'ai la liste de ceux qui les ont tous vus plusieurs fois et qui forcent les gens à les regarder, même. Mais il y en a d'autres, j'ai la liste aussi, qui vraiment voudront jamais voir ça. Et quand ils se retrouvent dans une situation genre Festival de Cannes où il faut scoltiner la projection, ils vivent un enfer. Mais un véritable enfer. Mais ce que je veux dire, est-ce que tu as un rapport serein avec tous tes albums ou est-ce qu'il t'arrive par période de dire, voilà, cette chanson-là, elle me va plus, je la sens plus. Non, mais j'y pense pas trop, quoi. Non. Et puis, le vrai baromètre, c'est si les gens les aiment bien, quoi. C'est pas à moi de savoir... Il faut faire gaffe parce qu'il y a des chansons que les musiciens adorent jouer parce que, par exemple, elles peuvent être dures à jouer ou très savantes. Et il faut un peu du forcing alors que les gens peuvent parfaitement s'en foutre, quoi. Les gens, ce qu'on disait au début de l'émission, ils prennent ça de manière très simple, quoi, très organique. Ils se fichent totalement de savoir si c'est la partie de basse la plus cool de l'année 2007, quoi. La question me semble tout à fait appliquée dans ton cas. Est-ce qu'il faut faire un choix entre avoir la carte et avoir du succès ? Ça fait les deux, donc... Non, mais la carte, je vais vous démolir. La carte, c'est vraiment, elle doit pouvoir exister pour faire... Grâce à la carte, vous pouvez faire de la merde, même si, ou vous pouvez vous infiltrer dans un milieu, même si vous n'en avez pas les compétences les plus grandes, où vous pouvez parfois faire en sorte de vous retrouver insensé, alors que vous savez pertinemment que le projet que vous avez fait, et je connais des acteurs qui disent là, je comprends pas ce qu'il leur a appris, j'ai vu le film, c'est affreux. Mais il se trouve que le metteur en scène, et voilà, sa carte, tout ça, mais cette fameuse carte, c'est quand même, on pourrait y passer des heures sur... Sur la carte. Sur la fameuse carte, j'ai l'impression que ça va vite quand même, de plus avoir la carte, par exemple. Je sais pas, moi je l'ai jamais eu, donc je reste tranquille de ce côté-là. Dans un instant, si ça te va, on ouvre un chapitre fiction et en attendant, on écoute Bad Bunny avec Waltita. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Bad Bunny sur Nova avec Waltita. Il est coutume ici que je soumette les choix musicaux à l'invité. Je pose donc la question à Benjamin Biolay. Bad Bunny, oui ou non ? M'encanta, comme on dit. Je suis fan. Depuis ses débuts, depuis Creepy Couche, tout ça, et tous les trucs. Même au début, quand il faisait de la pure trap, je trouve que déjà il a une voix, c'est un super mélodiste. C'est un bon acteur, c'est un bon type et tout. Il respecte la culture de son île, Puerto Rico, il en est très fier. Et puis, il a un tel pouvoir maintenant qu'il doit pouvoir renverser un gouverneur. Enfin, je dis ça parce qu'il y a plusieurs artistes, dont Ricky Martin et tout, qui il y a 4-5 ans ont réussi à foutre à la porte le gouverneur de Puerto Rico. Donc avec Bad Bunny, l'île se retrouve avec un fier représentant
Et je crois qu'il ne faut pas l'emmerder en plus. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Durant les 2 années qui viennent de s'écouler, on en parlait en début d'émission, on t'a vu au cinéma dans Un hiver en été, Laetitia Masson, dans Rosalie de Stéphanie Di Giusto, dans Comme une actrice de Sébastien Bailly, dans Marcello Mio de Christophe Honoré, et dans Quelques jours pas plus de Julie Navarro, aux côtés de Camille Cotin. C'est dispo sur MyCanal, c'est pour ça que je profite pour en parler, parce qu'en plus c'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est un film dans lequel tu joues un rock critique. Toi qui avais intitulé un de tes albums Vengeance, est-ce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là? Non, parce que quand on a vu le film, on voit que j'ai beaucoup de tendresse pour eux quand même. Oui, évidemment. Mais il n'empêche que j'imagine qu'il doit y avoir un petit côté jouissif à passer de l'autre côté. Bien sûr, c'est trop marrant de caricaturer très légèrement leurs petits travers ou leurs petites obsessions, qu'elles soient vestimentaires, musicales, et leur mauvaise foi légendaire. Il faut être d'une totale mauvaise foi pour devenir une plume en tant que rock critique. Et ceux qui ont fait carrière sont des gens capables de raconter n'importe quoi. T'as joué ton propre rôle dans Pourquoi pas le Brésil et dans Marcello Mio. C'est comme une boucle, le premier et le dernier en date. C'est vrai. Et c'est un truc particulier, j'imagine. Alors dans Marcello Mio, c'est une version un peu alternative, j'imagine. Ouais, pas moi, de toute façon. Même, Honoré, il aime pas aller chez les gens, donc il était jamais venu chez moi, il était jamais venu chez Kira non plus. Ouais. Quand on a vu les apparts qu'il nous avaient fait, on lui a dit, mais t'es complètement créé. En fait, t'es vraiment, c'est bien, t'as imaginé des personnages, quoi, c'est bien, Ouais, mais ça doit être hyper étrange, en fait, de s'appeler par son nom et d'être un perso qui est finalement pas si près. Surtout quand tu t'appelles Melville et que tu vois une espèce de méta Melville, pas du tout naturel, mais dans le film. Enfin que les gens qu'on connaît et tout. Non, mais c'était surtout des super vacances en Italie, puis avec en géo Fabrice Lucchini qui faisait rire toute l'équipe à H24, donc on était contents, quoi. Ouais. Pas mal quand même. Non, mais je parle de ça aussi parce que jouer une version alternative de soi. Qui m'expliquait qu'il aimerait tellement être de gauche, tout ça, que. Mais que. Ouais, voilà. Tout, mais en fait, tout non. Bien comme à la télé. Mais je l'aime beaucoup. T'as dû avoir des conversations assez longues avec lui. Ouais, mais très, très sympathique. Ouais. Non, mais c'est rigolo de jouer de son image quand, de fait, moi j'ai l'impression qu'il y a eu très longtemps une méprise à ton sujet. J'ai envie d'appeler ça la malédiction Louis Garrel. C'est-à-dire des garçons qu'on estampille pas très souriants, pas très rigolos, alors qu'en vrai, vous êtes hilarants tous les deux. Oui, mais c'est les rôles de Louis, là, par exemple, et tout. Et moi, c'est mes chansons, hein. J'ai pas fait des chansons très rigolotes. Je me suis retrouvé au début dans une période très violente du showbiz, où moi, je me suis fait tout ce qu'on voit en ce moment, là, tous les Ardisson, Fogel et tout. Ils m'ont parlé vraiment comme à de la merde et tout. Ils m'ont fait des trucs terribles. Et je me suis vite fermé. Je suis devenu quelqu'un de très, très méfiant et sur la défensive, et sur lequel il y avait un peu marqué dessus. Je suis là parce que je dois vendre un truc, mais sachez que votre truc, je le regarde même pas, quoi. Ouais. Mais tu t'es jamais privé non plus de dire les choses telles que tu les entendais? Non, il a fallu du temps. J'ai passé 4-5 années au début à bien prendre tout dans ma gueule, et puis à un moment, je dis, allez, ça suffit. Ouais. Autre rôle sur lequel je peux pas faire l'impasse parce que la série est démente et que notre présent lui a donné raison, La Fièvre, créée par Eric Benzekri, réalisé par Ziad Douéry. Tu y étais un dirigeant de club de foot dont le joueur star partait en vrille et assénait un violent coup de tête à son entraîneur en le traitant de sale toubab. Place à la tempête médiatique et nationale, du foot, de la politique, des spin doctors dans un monde ultra polarisé. T'étais comme un poisson dans l'eau. C'était... La série est folle. Oui, en plus, les quelques trucs où je disais à Eric, là, tu vas un peu fort quand même. Tout. En fait, non, voilà. Vraiment. Donc, après, il y a des fans de la série que j'aime pas. Il y a des gens qui n'ont pas tout compris, là. Des gens qui à la place de dire bonjour, disent laïcité, tous les 2 mots, là, qui commencent à mon avis, à nous péter les couilles avec la fameuse laïcité, là. Demandez-nous, sinon nous on est d'accord déjà, quoi, puisqu'ils veulent faire des référendums sur tout. Donc il y a toute une bande là qui se sert de la laïcité pour stigmatiser les musulmans, entre autres et tout, qui s'est un peu accaparé, on les connaît tous, c'est un peu accaparé ce truc là en pensant que c'était un peu leur vision de la société, et ça m'a fait légèrement chier. Voilà. C'est dit. C'est le moment de marquer une courte pause publicitaire. Voilà. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Benjamin Biolay. Alors, je suis quand même une fine enquêtrice. Faux. Sur l'annonce du single, juste avant de tomber,
Un ciel bleu, of course, parcouru par un avion après Grand Prix, un changement de mode de transport. Non, pas de mode de transport, mais vous comprendrez quand le disque sera plus connu qu'il y a aussi quelques hommages à ces héros de l'aéropostale auxquels je pense beaucoup quand je suis là-bas. Surtout là-bas. Là-bas, c'est fou. Sûr. Puis en plus, moi, c'est ma vie personnelle, mais j'ai été viré 2 fois du même bahut que Saint-Exupéry. Allez. Et après, en plus, j'ai fait mes études dans un bahut qui s'appelait Saint-Exupéry, et puis il est de ma région, etc. Et quand je tournais le clip d'une chanson qui s'appelait Miss Smith, un jour, je me suis retourné, il y avait une plaque, il y avait écrit, ici, l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry a écrit Vol de nuit. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ce mec, il me suit partout. Et puis, du coup, je me suis un peu plus intéressé à sa période argentine, à la période andaise, en fait, à l'aventure de Mermoz, de Saint-Ex et tout, machin. Et quand je suis là-bas, ils sont beaucoup plus respectés qu'ici, parce que les gens leur doivent énormément, en fait. Ils ont changé leur vie avec l'aéropostale. Donc, cet imaginaire-là traversera l'album. Ma fille, elle est au lycée Jean Mermoz, à Buenos Aires. Ah oui. Ouais. Ah oui, ça te poursuit vraiment. Et je parlais de la malédiction Louis Garrel tout à l'heure. Louis Garrel a lui-même joué Saint-Exupéry. Non, il a joué Mermoz, non. Ah non, C'était Saint-Ex. Ah, je sais pas vu. Attends. Il ressemble tellement pas à Saint-Ex. Il ressemble beaucoup à Mermoz, c'est pour ça que je suis étonné de ce que tu me dis. Mais... Et puisqu'on parle de Saint-Ex, c'est que j'ai vaguement bossé mon dossier. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. C'est une phrase de Saint-Exupéry qui me semble pas mal s'appliquer. Qui est une phrase d'ailleurs qui est mise en exergue d'une excellente BD signée Antoine Decaune. Ouais, bon, ça va, j'ai le droit de le citer. Mais je trouve que ça marche assez bien quand on pratique le genre d'art que tu pratiques. C'était quelqu'un qui avait tendance à trouver comme ça des phrases très concises et tout, mais très intelligentes, et qui ne les a pas appliquées à sa propre vie. Évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Un mot quand même du fan ultime des Beatles. Je tiens à préciser ici que Melville Poupeau avait été extrêmement chafouin quand on avait discuté du film sur Dylan avec Chalamet. Je compte donc récidiver l'exploit. Alors, il est très, 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 très chaud dans ce domaine, Melville, sur Dylan. Oui, il faut vraiment pas le... Ah non, mais là, c'était une fin de non-recevoir. Le film avec Chalamet, c'était un non. Donc là, maintenant, je m'adresse Avant qu'il le voie ou Oui, après avant de le voir. Après, je ne sais pas si il a adoré, en fait. Ah, on n'a pas eu le démenti. Il faudrait inviter. On va le faire revenir. Moi, j'ai eu le débrief. Il était très heureux, très... Parfait. Donc, très admiratif de Chalamet aussi. Alors, toi, je vais te dire, Sam Mendes à la réalisation, Harris Dickinson dans le rôle de John Lennon, Paul Mescal dans celui de Paul McCartney, Barry Keoghan dans celui de Ringo Starr, Joseph Quinn dans celui de George Harrison. Iras-tu voir le film ? Je sais pas, faut que le film soit bien. Moi, mais sur le papier. Moi, je peux pas voir le film pour les acteurs, moi. Ah ouais ? Bon, d'ailleurs, quand il y a des acteurs pas connus, je suis trop content parce que je rentre mieux dans les films. Mais Sam Mendes, c'est pas mal quand même. Sam Mendes, il a fait des trucs cool, mais il y a quand même un film qui s'appelle Backbeat qui tue, qui est vieux. Et ça va être difficile de faire mieux, je pense. Backbeat, c'était celui sur Sutcliffe, c'est ça ? C'est surtout sur Stuart Sutcliffe, et ça se passait à Hambourg et tout, est incroyable. Mais l'histoire est folle, c'est l'histoire du Beatles qui a quitté le navire avant que les Beatles ne deviennent les Beatles, c'est ça ? Oui, et puis c'est un peu plus compliqué, parce qu'en plus il est mort très jeune et tout, bien sûr, mais... Oui, non, mais c'est... Moi si le film est bien et tout... T'as pas de problème avec les biopics de musiciens que tu aimes ? Ça te... C'est-à-dire, t'as pas ce rapport-là aux artistes dont t'es fan de te dire non, je regarde le truc, parfois ça me redonne envie de les réécouter si je les réécoute plus, mais j'y crois jamais une seconde, mais pas une seconde. Chaque fois je me dis, quand même, elle a fait bien là, c'est un peu Amy. Ah ouais, là, Amy, elle n'aurait pas fait comme ça. Tiens. Ah, mais c'est marrant, j'ai jamais vu Amy habillée comme ça, puis après je le Non, j'y crois pas 2 secondes, quoi. Même l'immense acteur qui a fait Ray, comment il s'appelle Jamie Foxx. Ouais. Je peux y croire, évidemment, c'est un biopic de Schubert. J'ai jamais vu sa gueule et tout. Mais Joaquin Phoenix, par exemple, dans Walk the Line. Joaquin Phoenix dans Walk the Line. Mais pareil, Johnny Cash, c'est un personnage taiseux, qu'on connaît surtout en train de chanter. Mais on n'est pas américain. Hein. Alors tiens, si on devait faire le biopic de Benjamin Biolay, dans un monde idéal, qui pour réaliser le film et qui pour jouer ton rôle ? Moi, j'ai le comédien pour ton rôle. Ah bon ? Paul Kircher. Ouais, putain, ouais, c'est vrai. De manière très évidente. Ouais, peut-être, ouais. Enfin, si on veut, en tout cas, quelqu'un qui colle physiquement, Paul Kircher. Ouais. Mais tu voudrais qui pour réaliser le film ? Ou Michel Esco, en ce moment. Ouais. Je voudrais surtout pas qu'il y ait de biopic sur moi, donc alors je voudrais surtout pas peut-être sortir pas le choix. nom, voilà. Ok. Moi, j'avais tout misé sur Fabien Antoniente, mais ok, tu prends pas le projet. Dernier titre choisi
N'importe quoi, elle s'entasse toute seule. Dernier titre est choisi par mes soins avant de te laisser la main, puisque c'est toi qui programmeras la dernière demi-heure de musique sur Nova. C'est cool. Je ne t'avais pas prévenu. On écoute Blur avec Out of Time. Très bon choix. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Blur sur Nova avec Out of Time. Je soumets le titre, c'est le contrôle qualité. Benjamin Biolay, Blur, Out of Time. J'adore, ça marche. c'est magnifique, la production. Tu l'avais magnifique. reprise, celle-là. Ah ouais ? Ouais, je m'en souviens très bien. Je pensais que c'était une autre, mais oui. Avant de se quitter, il existe ici un exercice impitoyable. Faux. Une rafale de questions sur la musique. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac. Et je n'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. Ah, ça c'est bien. Ni de te juger. T'as pas le droit de me juger, mais les gens s'en occuperont. Oui, puis je me gênerai pas non plus. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance ? Pour toi, en tout cas. Imagine. Ok. L'adolescence ? Barbarism begins at home, des Smiths. Ton hit de karaoké ? Je sais pas, moi, je sais pas. Non, j'y vais pas dans les Alors, qu'est-ce que tu chantes sous la douche ? Sous la douche, je chante. Non, je sais pas, ça dépend. Tu chantonnes pas ? Si. Ouais. Mais tu veux pas dire quoi ? Parce que je sais pas quoi. Ok. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists ? Wham, j'ai tout Wham. Ouais. Ok. Tout Wham, tout George Michael. Mais t'avais chanté Last Christmas. Ouais, mais j'aime même le premier album qui s'appelle. Je sais plus où il y a Club Tropicana. Tout ça, ouais. Même celui-ci, je l'aime. Ouais. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? Franchement, le American Boy de Estelle avec Kanye West, je pense que c'est dur de résister. Le titre qui t'en fait immédiatement sortir ? Je veux pas me taper une Juliette Armanet, mais c'est le même. Il a été cité à de multiples reprises ici. Voilà. Le titre dit de Lumière Ménage. Ta chanson de comédie musicale préférée ? Je pense que Over the Rainbow, c'est quand même la plus belle. Et la version de Rufus Wainwright, elle est dingue, en hommage à Judy Garland et tout, elle est vraiment... Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours ? Plein de mixages et tout. Impossible de répondre à cette question parce que j'ai pas trop écouté de trucs pour le plaisir, quoi. Et ce serait mégalo de répondre tes propres titres. Ce serait lamentable, surtout des titres que personne ne connaît encore parce qu'ils sont pas sortis. Ouais. Et la question pénible, la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Mais tu sais, dans la catégorie des earworms, les trucs où tu te dis mais pourquoi est-ce que ça vit ici ? Tous les trucs qui étaient des hits quand j'étais petit, que ce soit l'été indien, je sais pas, que tous les trucs qui étaient vraiment au taquet quand j'étais petit, les Claude François, machin, si tu me mets une, c'est... Mais moi, c'est plutôt les jingles aussi. Chansons de pub. Heureusement, il y a Findus, ça peut être l'enfer. Et encore celui-ci, les softs, c'est une gamme. Mais ça peut être des trucs comme ça. Moi, je suis très... je sais pas si on a le droit de faire la pub, mais j'y vais quand même. Carglass répare. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est un tube. Ouais, mais ça, c'est presque trap, quoi. Ouais. Une grosse punchline et je te la mets plusieurs fois dans la gueule, tu vois. L'impact, la pièce de 2 euros, le petit refrain qui va bien. C'est parti. Moi, j'aime beaucoup ces gens de Carglass. Pour un prochain Premier ministre, Olivier de Carglass, il serait très bien, par exemple. Avec Cerise de Groupama en première dame, on est bien. En tous les cas, le mec, il est carré, t'as un pet au paradis, il s'en occupe, quoi. Il te raconte pas des conneries, il fait pas une commission mixte paritaire. Voilà. Pardon. J'ai l'image d'un seul coup de ce... Olivier Carglass à Matignon. Mais écoute, évidemment, c'est ce qui nous attend. Potentiellement. Je rappelle donc qu'il y a 2 titres disponibles. Adieu Paris, juste avant de tomber, que l'album Bleu arrivera donc en octobre. Il sera suivi d'une tournée. Et la dernière mission que je t'ai confiée, c'est la playlist de la demi-heure qui vient. Tu as décidé d'ouvrir avec Darondo, Didn't I, rapidement. Une très belle chanson, chantée tellement faux que c'en est merveilleusement beau. Et c'est un garçon qui n'a pas eu le destin qu'il méritait, je pense. Le score sur Radio Nova. Day One pour clore le score consacré à Benjamin Biolay. Merci 1000 fois d'être passé par ce studio. Merci 1000 fois pour l'invitation. C'était un plaisir. Et retour peut-être à la rentrée, vraiment. Tu passes quand tu le souhaites. Si je suis dans le quartier et que vous l'êtes aussi. Nous on est là tous les jours, vraiment. Il est 20h, c'est le retour du Grand Mix sur Nova. Et soyez au rendez-vous ce soir à 22h. La radio est prise d'assaut. C'est la radio pirate de Thomas VDB. Et ça s'annonce absolument fantastique. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.